Je dirais que j'ai utilisé un petit peu tous les outils que tu as pu évoquer. Dans un premier temps, j'ai commencé par les vidéos, je pense un peu comme tout le monde. J'ai regardé des vidéos à l'époque sur Kill Tilt au tout début. J'ai regardé les vidéos sur PA très rapidement parce que je trouvais que il y avait de bons coachs, c'était intéressant. Euh, J'aimais bien parcourir le forum PA. euh, Parce qu'il y avait des joueurs, moi à l'époque j'ai joué la NL2, hein, donc NL2 et 5, il y avait des mecs quand même qui jouaient la 25, la 50, donc c'était intéressant. Très vite je me suis rendu compte qu'en fait le mieux c'est d'échanger avec les joueurs. Donc j'ai posté sur PA un message pour chercher des mecs pour travailler avec eux. Alors en tout premier j'ai travaillé avec un pote à moi. On a commencé un petit peu ensemble, on s'appelait, en fait on faisait des reviews, on s'envoyait les mains, etc. Je me suis vite rendu compte que on n'avait pas la même motivation, les mêmes ambitions. Donc c'est un de mes meilleurs potes d'enfance. Dès qu'on le voit, dès que je le vois, on parle poker, on fait des soirées poker et tout. Mais je me suis rendu compte qu'assez vite, il fallait que je trouve des mecs qui soient meilleurs, déjà meilleurs que moi et qui aient vraiment des ambitions d'aller jouer plus haut. Du coup, j'ai posté sur PA pour chercher un groupe de travail. Euh, à l'époque, du coup, j'étais en NL, je pense, 50 à ce moment-là. Donc, Ouais. je suis monté assez rapidement au final les limites, avec un BRM assez agro à chaque fois. J'ai eu, j'ai pu travailler un été, genre tout un été, j'ai travaillé, j'ai mis toutes mes économies dans le poker, donc ça m'a permis de shot sans trop attendre, de monter des caves en N2, NL10, donc voilà. Et quand j'étais en L50, du coup, j'ai pu travailler avec des mecs qui étaient en L100 et 200, je crois déjà. Donc j'avais mis un message un petit peu ambitieux sur PA, j'avais mis ouais, si vous voulez aller challenger les hautes limites, moi ça m'intéresse et tout, et j'avais eu deux réponses et je les salue, Guillaume et Idriss, avec qui je suis encore en échange maintenant. Bon, on travaille plus du tout ensemble, mais par exemple, Guillaume, je l'avais hier au téléphone. Euh, donc des très très bonnes personnes qui m'ont beaucoup appris. Et, euh, en fait, j'ai toujours eu cette manière de progresser qui était de m'entourer de personnes meilleures que moi et d'être comme une éponge, de prendre tout ce qu'il y avait de bon, euh, aussi leur apporter et essayer de challenger leur fitting process et qu'on en tire le meilleur tous de notre collaboration. Mais c'est vraiment ce que je conseille à tous les joueurs, c'est de s'entourer d'autres joueurs meilleurs qu'eux et je pense que c'est la même chose dans la vie, dans tous les domaines. Donc voilà, donc ça c'est pour l'entourage euh, dans un premier temps. Ensuite, j'ai eu un petit peu le même schéma qu'avec mon pote. Je me suis rendu compte que quand je suis arrivé à ces limites 100-200, il fallait que je travaille avec des mecs qui jouaient en NL1000. Euh, j'ai eu la chance de travailler euh, du coup avec Ali Babar. Je pense que pour ceux qui connaissent le poker francophone, vous le connaissez, coach PA, excellent joueur, vraiment un joueur très très accompli, très bonne compréhension du jeu, très logique, des très bonne base théorique. Enfin voilà. Donc quand j'ai commencé à travailler avec lui, ça m'a permis de énormément, pareil, m'améliorer, notamment le jeu versus règle. On a beaucoup travaillé d'autres secteurs comme le jeu versus fiche avec lui. Aussi, ça, on a plus travaillé ensemble. Et, euh, et voilà, donc pour l'entourage. Sinon, je me suis fait coacher, donc un petit peu avant de travailler avec Alib Babar, je me suis fait coacher par Baki. Je crois que j'étais dans ses premiers élèves. Il venait de signer chez PA et, euh, et j'ai vu ses vidéos. Je crois qu'il avait mis une vidéo de League Find et j'avais tout de suite bien aimé parce que on sentait qu'il y avait du travail, on sentait que c'était pas juste une vidéo de coaching où il recordait une session ou alors où il se perdait sur un solver. Vraiment, il y avait tout un lead find, c'était bien travaillé, il y avait des PowerPoint très bien travaillés. Enfin, on sentait que si on prenait du coaching avec lui, ça allait être quelque chose de poussé. Et ça l'a été. Euh, j'ai pris une dizaine d'heures. On n'a pas fait 10 heures au final parce que on- je les avais pas mis si récurrentes que ça. Petit à petit, on avait fait notre bout de chemin ensemble. Pareil, c'est quelqu'un avec qui je suis encore énormément en contact. Très très bonne personne. Et ça m'a beaucoup apporté, notamment pour le jeu VSFi. J'ai bien aimé sa manière d'analyser, d'utiliser Flopzia. C'est des logiciels que j'utilisais pas beaucoup à la base. Utilisation de Flopzia dans l'apprentissage.
Voilà, pour ce qui est du coaching, c'est la seule fois où je me suis fait coacher, si je me trompe pas. Voilà, donc ça, à cette époque, j'étais en L 100, 200 et hem et voilà. Ensuite, pour ce qui est des solvers, j'ai toujours, dès le début, en fait, dès la NL50, j'ai mis mes premiers miles Winamax, j'ai tout envoyé dans PioSolver. Euh, et, euh, et ça, j'ai bien foncé PioSolver. Pour moi, c'est le meilleur outil. C'est bien au-dessus de GT Wizard. Alors, j'utilise les deux maintenant. GT Wizard, j'utilise pas mal, notamment en déplacement sur l'ordi. Je l'utilise pour préparer mes coachings, parce que bon, j'imagine qu'on pourra en revenir, mais maintenant, je coach aussi. Et l'avantage de PioSolver, c'est que on peut vraiment façonner l'arbre comme on veut, on peut vraiment rendre la situation la plus fidèle à la réalité, et c'est ce qui permet au final d'avoir la stratégie la plus exploitante et pas juste une stratégie inexploitable. Et donc j'ai beaucoup appris en essayant de comprendre euh, les interactions de range et qu'est-ce qui régissait les codes un petit peu de PioSolver. Je pense que c'est à peu près tout pour la manière dont j'ai appris. Pas mal de jeux aussi. Je suis pas vraiment dans la, dans la catégorie des joueurs qui ont envoyé le plus de volume, mais voilà, j'ai quand même maintenant ça va faire bientôt 3 ans que je joue, je dirais, peut-être un petit peu plus, ouais. Euh, et donc j'ai quand même pas mal joué, pas mal envoyé de volume. Euh, je pense que c'est super important d'envoyer du volume en étant en réflexion quand on joue pour appliquer les concepts et pour se forger un vrai instinct de joueur. Je pense que enfin, je joue énormément à l'instinct aussi. Alors, bien sûr, en général, il y a quand même des réflexions derrière, mais je suis très adepte du fait de faire confiance à ce que mon cerveau, ou enfin tout ce que j'ai pu relever euh, dans mes volumes de jeu, enfin, dans toute la masse de mains que j'ai joué. Si j'ai un petit instinct qui va me dire ici il faut payer, en général je m'écoute et j'ai plutôt des bons résultats sur ça, et j'encourage notamment mes élèves à suivre leur instinct et donc bâtir leur instinct euh, lors de leur volume de jeu. Je pense que c'est super important de review ses mains. J'ai eu une période où tous les matins je reviewais la plupart des gros pots, euh, que ce soit tout seul ou avec d'autres. Bon, c'est une des choses les plus importantes. Alors pour la méthodologie actuelle, en grande partie, je note énormément de mains. En fait, je les stocke. J'ai une database, enfin une database. J'ai un Discord à moi tout seul avec plein de channels. Et je suis seul sur ce Discord et je mets toutes mes mains qui sont toutes classées dans les channels. Et donc à chaque session, pendant ma session, mon Discord ouvert et je screen les mains ou alors je les mets sur un replayer Winamax, etc. Donc ça me permet déjà le lendemain de voir toutes les mains et de les envoyer à droite à gauche avec tous les mecs avec qui je suis en contact, parce que je suis en contact avec pas mal de règles. Euh, J'aime bien envoyer les mains et avoir des avis d'un peu tout le monde. Ça, c'est le genre de choses que j'ai compris en regardant des interviews de joueurs, notamment alors, je sais plus qui disait ça, mais en général, les joueurs high-tech, quasiment tous, euh, disent qu'en fait, ils ont eu des déclics quand ils ont commencé à travailler un peu avec tout le monde, à beaucoup échanger, à pas avoir peur d'échanger, parce qu'en fait, on reçoit énormément en retour et ça nous permet de questionner nos pensées, etc. Donc, c'est une grosse partie de mon travail, prendre les HH, aller les regarder moi-même sur les solvers si jamais j'ai besoin d'une vérification théorique et demander les avis de tout le monde. Euh, Aussi, j'ai mon équipe de joueurs que je coach en CFP, donc j'aime bien aussi de temps en temps leur envoyer des mains. J'aime bien avoir leur avis aussi. Et sinon, ça c'est pour la partie enfin un travail, je dirais rétroactif, je sais pas si on peut trop dire ça. Donc après avoir joué, sinon je me perds encore un peu dans les solvers de temps en temps. Euh, je pense que c'est toujours important d'aller voir, de trifouiller, de changer des données et de voir ce qui se passe. Euh, mais je dirais quand même qu'au niveau travail de jeu, je travaille moins mon jeu maintenant. Je vais plus en fait grind et comme j'ai mon équipe de joueurs, la Team RTS, qui me prend pas mal de temps,
et d'autres projets un petit peu, je dirais que je travaille moins mon jeu, ouais, maintenant. Je pense que les limites les plus importants, donc je dirais, moi, mes joueurs, à la base, ils étaient tous en NL 50-100, quelques-uns qui jouaient un peu la 200. Donc, on va parler pour ce genre de limite. Honnêtement, je pourrais pas vraiment dire les ligues pour les limites plus basses parce que ça fait longtemps que j'ai pas été trop en contact avec des joueurs plus bas. Donc, je dirais que pour ce genre de limite, euh, il y a plusieurs ligues. Et la plupart des ligues pour moi sont plutôt sur le plan macro, sur la vision qu'ils peuvent avoir du poker et sur la vision qu'ils ont peut-être des autres euh, et dans quel sens ils avancent, que ce soit dans le travail ou leur objectif. Je dirais que déjà dans un premier temps, il y a un peu un trop gros respect à chaque fois des limites au-dessus. Par exemple, en NL50, les joueurs ont tendance à trop respecter la NL100. En NL100, les joueurs ont tendance à respecter la NL200, etc., etc. Euh, alors qu'en fait, bah, ça instaure une vraie barrière mentale qui fait que dès qu'ils vont shot, euh, ils vont changer leur jeu, ils vont essayer de se battre plus, alors qu'en fait, on se rend compte que quand on va en L100, les mecs sont quand même pas du tout assez agressifs, ils vont avoir plein de leads, enfin, dans plein de situations sans doute. Et donc, ça va ralentir leur progression parce que à chaque fois qu'ils vont passer à la limite au-dessus, ils vont refaire des erreurs et réapprendre à ne pas, par exemple, être trop CS dans des spots ou s'il y a des hotspots qu'il faut pas bluff, ce genre de choses, bah, les prendre quand même, etc. Donc, je dirais c'est un petit leak mental. Sinon, je l'ai fait peut-être pas dans l'ordre du plus important au moins important, mais un que je trouve très important, c'est ce que j'appelle le jeu en conscience. C'est ce que j'ai toujours eu à cœur d'avoir. C'est en fait dès qu'on lance une session, euh, enfin c'est ce que j'appelle être en conscience, c'est tous les coups. Je veux absolument avoir une réflexion dans tous les coups sur un, un mini solve de la main in-game juste avec notre cerveau, des réflexions logiques. Essayer de se rappeler ce qui existe peut-être en théorie, mais arriver à trouver avec toutes les données qu'on a, le pseudo, les notes, le tracker, euh, la dynamique, la table, l'heure, que sais-je, toutes les infos qu'on peut avoir pour trouver la meilleure solution dans le jeu. Et du coup, en fait, faire ça à chaque main, bah, ça demande une sacrée charge mentale parce qu'en fait, il faut beaucoup plus réfléchir. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui jouent en automatique, en autopilote, et en fait, pour moi, c'est peut-être le leak le plus important, c'est que les gens, bah, juste, ils jouent, mais ils réfléchissent pas assez quand ils jouent. Donc, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Peut-être un peu trop, peut-être un peu trop essayer de reproduire ce que font les solvers, mais après, ça, je pense que tout le monde l'entend, tout le monde le bassine. Donc, à mon avis, les mentalités évoluent. Et les gens sont quand même plus ouverts à faire d'autres, enfin, à dévier. Et peut-être un petit manque de créativité en général. Je pense il faut vraiment pas avoir peur de faire des erreurs et donc de tester des lines. Et si elles passent pas, bah en fait c'est pas grave, c'est pas parce qu'on a perdu une cave que c'est la fin du monde. Si on en a appris quelque chose, euh, ça va juste nous permettre d'avancer plus vite. Donc, je dirais que pour un joueur de NL 50-100 qui se sent un petit peu stuck, il faut arrêter de trop respecter les règles contre qui il joue et il faut qu'il teste des lines créatives, qu'il voit comment ça marche et puis voilà quoi. Et puis surtout bah réfléchir quand il joue. Je pense que en général, euh, si on prend du coaching, on s'améliore forcément. Je pense que tous les coachs qui sont sur le marché du point .fr en cash game sont tous compétents, euh, ils vont tous apporter quelque chose. Moi après, je peux pas dire que j'ai pas énormément consommé de coaching, mais je pense qu'en fait, quand on se fait coach, il faut en tirer le maximum d'un joueur. Et je pense que chaque coach a quelque chose à apporter. Donc, je vais pas faire un classement des coachs parce qu'en fait, j'en sais rien, mais je pense que c'est n'importe quel coach. En gros, c'est des joueurs qui jouent plus cher que, enfin, en général, les coachs, c'est des joueurs qui jouent NL1000 quoi, ou plus.
bah, s'ils sont là, c'est que c'est quand même des joueurs compétents. Donc, ils ont des choses à apporter. Après, je pense qu'il faut pas non plus euh, tomber dans le piège de dire j'ai signé dans un CFP ou alors je me fais coacher, donc je vais m'améliorer. Donc, si je m'améliore pas, c'est la faute du coach. En fait, ce qu'il faut, c'est euh, tirer le meilleur, comme une éponge, tirer le meilleur du coach, tirer le meilleur de la structure qu'il propose et peut-être des joueurs avec qui on va pouvoir interagir, qui seront coachés par ce même coach. Et ensuite, bah, mettre le travail et travailler soi-même et arriver à se dire, bah là, tout ce qu'il me dit est pas mal, peut-être ça c'est moins bien et donc le remettre en question. Il faut vraiment chercher à juste bâtir son jeu euh, en se responsabilisant et en cherchant à s'améliorer à s'améliorer soi-même. Donc peut-être qu'une barrière, ça peut être une barrière pour ces joueurs-là qui, au final, euh, bah, signent un contrat de CFP mais s'investissent pas beaucoup ou vont être vont avoir du mal même peut-être à, à juste mettre en place ce que les coachs peuvent dire. Je pense qu'il y a une grosse barrière mentale parfois entre, enfin c'est pas pareil de comprendre tout ce que va dire un coach et de comprendre les concepts à froid et de les appliquer in game. Donc peut-être pour ce genre de joueurs qui ont du mal en fait juste quand ils jouent à appliquer ce qu'ils apprennent et justement à être à conscience, peut-être qu'il faut travailler sur son mental. Euh, et pour ça, je pense que chacun doit avoir sa méthode. Moi, je sais que personnellement, euh, c'est le sport. J'ai jamais vraiment travaillé mon mental. Par contre, je fais du sport tous les jours et je peux pas grind si je fais pas de sport. Je peux pas encaisser des swings. Enfin, euh, j'ai toujours plutôt bien encaissé des swings, mais juste, je me rends compte qu'en fait, si je fais du sport et que j'ai fait du sport dans ma journée, j'ai fait du sport la veille et que je sais que je vais faire du sport le lendemain, j'aurai pas de problème à perdre 24 sur ma limite haute si tant est que je pense que j'ai bien joué et je pense que de toute manière, j'aurais bien mieux en faisant du sport. Donc, moi, c'est un peu ma réponse au mental. Après, tout le monde est différent, donc peut-être que pour certains, avoir ouais, travailler leur mental, travailler, se mettre des objectifs, ça peut être intéressant pour, pour bien s'améliorer et pour shot les limites. Après, pour moi, vraiment le plus important, j'y reviens, mais c'est le fait de d'être complètement concentré quand on joue et de se rendre compte que c'est une vraie enfin, c'est un vrai challenge intellectuel de grind. C'est pas juste on envoie du volume comme un robot et donc il faut avoir une approche professionnelle. Euh, je crois que c'est Sylvain Lousli qui disait ça une fois, ça m'avait marqué. Alors je sais plus si c'est Sylvain Lousli ou Benjamin Pollack ou peut-être aucun des deux. Il disait les joueurs de poker veulent avoir des résultats euh, professionnels, mais ils jouent au poker de manière amateur. Une phrase comme ça, quoi. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué parce qu'en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de joueurs qui, au final, ils font des sessions de 3 heures, ils font pas de pause. Ils vont manger n'importe comment, ils vont pas faire de sport, ils vont avoir des journées complètement désorganisées, euh, ils vont pas, peut-être pas beaucoup travailler le jeu, ils vont avoir un sommeil décalé, tout ce genre de choses qui en fait rendent juste la performance moins bien. Donc, je pense qu'avoir une certaine rigueur dans une approche professionnelle est super importante si on veut vraiment monter dans les hautes limites et si on veut être très performant. Alors après, chacun fait sa sauce. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un de forcément très, euh, comment dire, j'ai pas envie enfin, j'ai pas forcément un emploi du temps. Je me dis, ah bah là, je grind de 9 heures à 10 heures. Là, je fais ça, c'est pas chiffré comme ça. Par contre, quand je grind, je fais pas des sessions de 3 heures. Si je dois jouer 3 heures, je vais absolument prendre une pause de 5 minutes, que ce soit et ça, c'était parmi mes premiers cours pour ma team de joueurs. C'est tous les trucs macro qui sont trop importants. Euh, si on fait une heure de grind, il faut absolument prendre 5 minutes. Vous faites ce que vous voulez, vous allez faire 20 pompes, vous allez boire de l'eau, vous allez aux toilettes, peu importe, vous ouvrez la fenêtre, on respire 2 secondes et ensuite on revient. Et ça, c'est incroyable comment ça change complètement la carrière d'un joueur parce qu'en fait, c'est très simple. Si on joue, par exemple, 1h45 et en fait on pousse et déjà les 45 dernières minutes, on va pas être focus, et, on va faire plein d'erreurs et à la fin on va en avoir marre. Il y a ce premier joueur qui va faire ça et le deuxième joueur, il va jouer 1 heure, il va faire une pause de 5 minutes. On peut faire sit out, garder, rester sur les sites et on n'est pas obligé de perdre nos tables si elles sont belles.
on revient, on peut être capable de rejouer une heure, refaire une pause 5 minutes, rejouer une heure. Au final, on va jouer beaucoup plus longtemps. On va jouer avec un meilleur niveau de performance et on se sentira fier de nous parce qu'on sera imposé une petite rigueur. Puis voilà, il faut pas penser qu'on est tous des petits génies à pouvoir se concentrer plus longtemps que les autres. C'est pas vrai. Euh, et je pense que les joueurs qui réussissent le mieux, c'est ceux qui arrivent à se cadrer et à pas forcer les sessions euh, et à être dans un niveau de performance optimal à chaque session. Alors, personnellement, je pense que je pense vraiment alors que c'est un outil que j'ai un petit peu utilisé. Euh, j'ai pu discuter avec des règles qui l'utilisaient et j'ai pu discuter avec des règles qui l'utilisaient pas. Et les meilleures règles que je connais, ils savent vraiment bien s'en détacher. Moi, je pense personnellement que c'est un outil qui est intéressant, mais qui fait trop vite tomber euh, dans des extrêmes et dans des lines trop automatiques. Euh, En fait, je pense que ça nous fait perdre un petit peu l'occasion de réfléchir exactement au spot en se disant oui, les datas disent que, alors qu'en fait, on a plein d'informations qu'on peut utiliser qui vont être beaucoup plus importantes que les datas, euh, notamment le fait qu'on joue contre un seul joueur et pas contre un pool. Alors, ça peut être intéressant pour ceux qui jouent sur Winamax en incognito, tous les sites comme ça. Je pense que c'est quand même quelque chose de bien pour remettre en question ces fausses croyances ou en tout cas, enfin pas forcément ces fausses croyances, mais remettre en question de temps en temps, aller voir. Voilà, par exemple, je pense que ça fold trop vs prop dans cette situation, etc. Bah, je vais voir les datas. Et et par contre, euh, pour moi, c'est un outil qui est, c'est pas un des arguments les plus importants quand je vais réfléchir à une situation. Je vais pas me dire oui, mais les datas font que euh, déjà le premier outil beaucoup plus important que la MDA selon moi, c'est la prise de notes. Je préconise vraiment une prise de notes très assidue, très rigoureuse et euh, disons que il y a, enfin la prise de notes c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais j'ai plusieurs phases dans la prise de notes. Il y a la phase où je vais récolter les informations et la phase où je vais synthétiser les informations. Et ça va être pendant les moments morts de la session, parce que avoir des pavés de notes sur les règles, mais en écrivant check raise, big blind, bouton, roi x2, SB, 3 de pot, enfin, on comprend rien, mais en fait, il faut arriver à synthétiser toutes ces informations en des petits mots-clés, et des mots-clés qui sont des concepts qui catégorisent le vilain comme des petites pastilles, mais plein de petites pastilles sur les vilains. Et je pense que ça permet du coup de faire des sous-poules. Donc, dans le meilleur des mondes, moi j'aimerais bien utiliser la MDA si j'avais, au lieu d'avoir un pool, si j'avais 5 ou 6 sous-poules. Mais en fait, c'est impossible. Déjà, en plus, on n'a jamais assez de data. Le pool évolue tout le temps. Il y a des tendances. On remarque des tendances pour ceux qui jouent. Bah, par exemple, pour ceux qui jouent l'incognito Winamax. Moi, ça va faire bientôt 3 ans que je joue ça. Ça fait quelques temps, je pense que ça fait à peu près 2 ans que je suis installé sur les hautes limites. Et on remarque des tendances. Donc en fait, si je prenais mes 2 ans d'études de HH d'incognito, je pense que ce serait super biaisé parce que les 6 derniers mois, ça joue pas pareil que les 6 mois d'avant et ça joue pas pareil que les 6 mois encore d'avant. Donc je suis assez écarté de cette MDA. Euh, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Juste, juste en étant, juste en étant dans la réflexion et voilà. Donc ensuite, pour ce qui est du GTO, euh, je pense que, mais je pense que beaucoup de joueurs réfléchissent comme ça sert à rien de jouer GTO complètement. Par contre, en fait, c'est un peu comme un camailleux de GTO, quoi. Il y a des situations où, en fait, on va jouer 100% GTO. Euh, Par exemple, en NL Mid, bah, les 4 bêtes pot, bon, à un moment donné, les gens, ils savent jouer, on va pas non plus, enfin, je vais pas, qu'est-ce que je peux inventer? Alors, ouais, il y a des petits exploits, mais, en fait, en attaque comme en défense, je vais à peu près jouer GTO. Peut-être des spots où on va pouvoir tenter des choses sous certaines assumptions, ou alors contre des vilains qui sont pas compétents. Mais en vrai, en ennemi sur Winamax, les mecs savent jouer en 4 v c'est bon. Par contre, en SRP, River, le spot sur une line un petit peu discontinue, là, ça sert à rien de jouer trop GTO. Par contre, il faut comprendre les concepts GTO et en fait, il faut arriver à solver la situation avec les ranges qui arrivent River et là trouver l'équilibre GTO, ou en tout cas ce qu'on estime être l'équilibre GTO, et de là
encore réfléchir à la range qui va nous call, qui va nous fold, et donc retrouver l'équilibre théorique qui maximise notre V. Donc j'ai clairement une réflexion GTO. Donc, en fait, je cherche toujours à accomplir le GTO dès que je cherche à jouer une main. C'est juste que j'essaye de changer les inputs in-game dans ma tête. Et sinon, quand je vais être hors des tables, bah, ça va être sur PioSolver, ça va être de node-lock et d'arriver à se retrouver dans une situation où on modifie les ranges pour comprendre des concepts. Et pour vraiment arriver à bien avoir une réflexion GTO et arriver à solve les spots dans votre tête in-game, achetez PioSolver, node-locker et soyez inventif. Par exemple, je prends un exemple très simple. Beaucoup de stratégies théoriques vont être faits. Enfin, on va choisir des sizing, on va choisir des fréquences parce qu'il y a des cœurs de range dans dans la range de l'adversaire qui vont comment dire influencer notre stratégie. Pour un exemple très simple, euh, on a une situation où notre adversaire a énormément de pocket pairs, peut-être même plus que ce qui pourrait être théorique parce qu'il les défend plus toutes, etc. Et du coup, toutes ces pocket pairs ont un poids énorme dans la range. Et si elles sont là, peut-être qu'on va faire beaucoup plus de size share sur une texture ou quoi que ce soit. Mais ce qui peut être intéressant pour vérifier ça, c'est n'hésitez pas à on enlève toutes les pocket pairs du range, même si ça fait aucun sens. On resolve la situation et on voit si les sizes changent. Si les sizes changent, pourquoi? En fait, c'est juste des expériences. C'est comme pour ceux qui ont fait un peu des études de sciences ou alors juste au lycée, euh, quand on faisait des expériences, à chaque fois on changeait un seul paramètre, bah, c'est ce qu'il faut faire avec les solvers. Changer un seul paramètre et on regarde les implications, on regarde qu'est-ce qui se passe derrière et on apprend du coup pourquoi ce size, pourquoi les fréquences augmentent, etc. Donc je dirais que j'ai l'approche GTO, mais pas forcément un jeu GTO et je conseille ça à tout le monde. Je pense que le plus important c'est l'entourage. Vraiment s'entourer de personnes compétentes, de personnes passionnées, de confiance, enfin de confiance. On n'est pas non plus dans quelque chose de si important que ça, mais quand même des personnes, comment dire, avec qui on se voit interagir très souvent, tous les jours, quasiment, en fait au début, et des mecs compétents qui jouent plus cher. Donc essayer d'arriver à séduire les mecs qui jouent plus cher. C'est pas forcément facile, mais c'est ça qui va vous faire progresser le plus. Euh, Soit montrer que vous avez des ambitions, soit aller les taper sur les tables et montrer que vous êtes prêt à vous battre et n'hésitez pas à les relancer. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et à chaque fois, au final, je suis arrivé à travailler avec des très bons joueurs. Sinon, comme j'ai déjà dit, ne pas trop surestimer les mecs au-dessus et tout simplement travailler plus que les autres, hein. On est quand même dans le poker, faut arrêter de dire que c'est difficile. Enfin, je pense que bon, peut-être que personne le dit, je sais pas, mais en tout cas, on va bien se rendre compte que sur le point FR, c'est quand même l'Eldorado. Les mecs travaillent pas du tout assez. Euh, il y a des joueurs qui sont là depuis 10 ans et qui sont en haute limite, ils se font pas forcément détrôner, c'est pas forcément les meilleurs. Euh, Il y a vraiment la place si vous travaillez beaucoup comme dans n'importe quel autre secteur de la vie. De toute manière, vous allez réussir. Faut pas se mettre de barrière. J'ai pu jouer un peu sur le point com. Au moment, je joue un peu ACR et aux mêmes limites en NL1000 que des Russes et des Biélorusses qui, pour le coup, enfin moi, je vois une énorme différence de niveau de jeu. Les mecs sont beaucoup plus compétents. Ils ont des arbres de décision qui sont beaucoup plus équilibrés dans toutes les situations. Euh, Alors qu'en fait, quand on revient sur le point FR, c'est beaucoup plus stéréotypé, beaucoup plus prévisible et face-up. Il y a vraiment la place. Il faut juste se donner les moyens de monter. Et je dirais qu'il faut aussi très vite, il faut très vite apprendre euh, à encaisser les swings. Voilà, donc je pense que c'est une qualité des joueurs de poker, des meilleurs. Faut pas avoir peur de perdre des caves, il faut pas avoir peur parce qu'en fait c'est comme ça que vous allez vous progresser. Il faut pas avoir peur de shot agressivement parce que ça sert à rien de perdre du temps en NL50 par exemple. Ceux qui sont en NL50, shotter et monter, enfin on s'en fout de monter, on s'en fout de monter 100 caves.
enfin, honnêtement, après, chacun sa manière de penser, mais moi, je pense que perdre du temps à monter des caves et atteindre un bon win rate en L50, en fait, on est juste en train de jouer contre des règles qui sont pas encore très, très compétents et on va se mettre des croyances qui vont grave nous limiter par la suite. On se met un peu des bâtons dans les roues. Donc, je dirais, shot agressivement, s'entourer, pas avoir peur, travailler, et ça va juste bien se passer.